Pourquoi se déguise-t-on à Halloween? Chaque année, à la tombée d'octobre, les rues se remplissent de fantômes, de citrouilles lumineuses et de visages métamorphosés. Sorcières, vampires, démons ou fées, pendant une nuit, tout le monde se déguise. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi? Pour quelle raison ce soir-là éprouvons-nous le besoin de changer d'apparence, de cacher notre visage ou d'incarner quelqu'un d'autre? D'où vient cette étrange habitude de se costumer dans la nuit du 31 octobre? Car bien avant les soirées costumées et les bonbons, se déguiser n'avait rien d'un jeu. C'était un geste ancien, un acte de protection, parfois même un rite sacré. Dans cette vidéo, je t'emmène découvrir l'histoire secrète des costumes d'Halloween. Comment ils sont nés, comment ils ont évolué à travers les siècles et pourquoi, aujourd'hui encore, en les portant, nous perpétuons sans le savoir une tradition magique et symbolique. Quand on pense à Halloween aujourd'hui, on imagine des costumes parfois amusants, colorés, parfois effrayants. Mais à l'origine, se déguiser n'avait rien d'un jeu. C'était une question de survie symbolique. Dans les anciennes cultures européennes, on croyait qu'à une certaine période de l'année, à la fin de l'automne, le voile entre le monde des vivants et celui des morts devenait très fin. Les esprits, les âmes errantes et d'autres créatures invisibles pouvaient alors revenir sur Terre pendant un court moment. Et alors, pour éviter d'être reconnus par ces âmes, les humains avaient trouvé une astuce, changer d'apparence. Ils se recouvraient de peaux d'animaux, se peignaient le visage ou portaient des masques rudimentaires faits de bois, de suie, de tissu ou même de peaux d'animaux. Le but n'était pas de se faire remarquer, mais bien de se fondre dans la nuit, de passer inaperçu aux yeux des esprits. Cette coutume répondait à une peur très ancienne, celle que les morts puissent emporter avec eux les vivants qu'ils reconnaîtraient. Alors, se déguiser devenait une forme de protection magique, une manière de brouiller les pistes, de dire à la mort « tu ne me reconnaîtras pas ce soir ». Ce déguisement n'était pas qu'une simple protection, il avait aussi un aspect rituel. En revêtant une autre apparence, on reconnaissait symboliquement que cette nuit-là, les frontières étaient plus fines. Les humains pouvaient ressembler aux esprits et les esprits pouvaient se mêler aux humains. Un instant suspendu où tout se mélangeait. Les vivants, les morts, le monde visible et l'invisible. On retrouve des traces de ces traditions dans plusieurs régions d'Europe. En Irlande et en Écosse, on allumait de grands feux et on portait des costumes faits de peaux d'animaux. Dans certaines régions germaniques, on utilisait les masques pour repousser les mauvais esprits qui rôdaient à l'approche de l'hiver. À cette époque, le costume était donc bien plus qu'un simple habit. C'était un talisman, un camouflage sacré. Il servait à tromper, à protéger, mais aussi à honorer le monde invisible. Les siècles passent, les coutumes se transforment, mais l'idée de se dissimuler derrière un masque traverse le temps et les époques. Au Moyen-Âge, dans toute l'Europe, on retrouve encore cette habitude de se couvrir le visage, surtout à l'approche de la Toussaint ou pendant les fêtes liées aux morts. Mais les intentions évoluent. La peur des esprits laisse peu à peu place à la parodie, à la satire et même au divertissement populaire. On voit alors apparaître les premiers geysers, un mot anglais dérivé de guise qui signifie juste déguisement. Ces geysers allaient de maison en maison, souvent vêtus de haillons, de capes ou de masques grossiers, pour chanter, réciter des prières ou des vers en l'honneur des âmes défuntes. En échange, ils recevaient souvent de la nourriture ou des gâteaux appelés des soul cakes, ou parfois encore quelques pièces. C'était une manière de rendre hommage aux morts tout en assurant la prospérité du foyer, une tradition à la croisée du spirituel et du social. Et quelque part, c'est là qu'on trouve l'ancêtre direct du trick or treat, la fameuse tournée des bonbons d'aujourd'hui. Mais les masques n'étaient pas portés uniquement pour quémander ou pour rire. Ils avaient une fonction protectrice. Se cacher derrière un visage fictif, c'était encore une façon de repousser le mal, de ne pas être reconnu par les forces obscures. Dans certaines régions, les déguisements devenaient même des rituels. On imitait les morts, les démons ou les esprits pour les amadouer et éviter qu'ils ne s'en prennent aux vivants. Derrière ces mascarades, il restait toujours l'idée d'un équilibre fragile entre deux mondes. Petit à petit, cette tradition se mêle aux fêtes populaires, aux processions religieuses, au carnaval d'hiver, aux célébrations villageoises. Les masques deviennent plus élaborés, plus expressifs, parfois même comiques.
Ce qui, à l'origine, servait à tromper les esprits, devient aussi une façon de jouer avec les identités humaines, de brouiller les codes sociaux, de se permettre ce qu'on n'osait pas d'ordinaire. Eh bien oui, si les esprits ont le droit de nous jouer des tours, pourquoi nous ne pouvons pas jouer des tours aussi à autrui? Ainsi, au Moyen-Âge, le déguisement d'Halloween, même s'il ne porte pas encore ce nom, devient une tradition double, à la fois un héritage des anciens rituels protecteurs et une expression de liberté dans une société très codifiée. Au fil des siècles, les coutumes européennes voyagent. Au XIXe siècle, avec les immigrants irlandais et écossais, les traditions anciennes franchissent l'océan pour s'installer en Amérique du Nord. Ces peuples emportent avec eux leurs croyances, leurs contes et leurs habitudes liées à cette fameuse nuit où les frontières entre les mondes s'amincissent. Mais sur la terre américaine, la coutume du déguisement va évoluer, se mêlant aux influences locales, aux fêtes des moissons et aux célébrations communautaires. Au départ, les déguisements restent simples, masques faits maison, draps usés pour incarner des fantômes ou visages noircis à la suie. Les enfants, souvent encouragés par les adultes, défilent dans les rues, frappant aux portes pour réclamer des friandises ou des petites pièces. La tradition du trick or treat, les bonbons ou un sort, se traduit normalement littéralement par un sort ou une friandise. Et elle commence à prendre forme. Mais c'est au début du XXe siècle que tout change. Les premiers costumes d'Halloween produits industriellement apparaissent. Des tenues de squelettes, de sorcières, de diables ou de fantômes, inspirées à la fois du folklore européen et de la culture populaire émergente. Les marques américaines comprennent très vite le potentiel commercial de cette fête. Les vitrines se parent de citrouilles, les enfants défilent dans les rues et les déguisements deviennent le cœur d'une tradition familiale et joyeuse. À cette époque, le déguisement perd presque toute sa dimension spirituelle. Il devient alors un symbole de fête, de jeu et de créativité. Mais quelque part, le fond reste le même. On continue de jouer avec la peur, de se glisser dans la peau de l'autre et de transformer l'inquiétude en amusement. Puis viennent les années 1950. Halloween s'installe définitivement comme une fête nationale. Les déguisements se diversifient, monstres, princesses, vampires, héros de cinéma. Les enfants rivalisent d'imagination, et les adultes finissent par s'y mettre aussi, transformant Halloween en célébration collective de l'imaginaire. Et c'est après ce changement que ces traditions sont revenues en France. Bien qu'Halloween ne soit pas célébrée par la plus grande partie des Français, petit à petit, elle commence à faire sa place au sein de nos foyers. Aujourd'hui, les costumes d'Halloween reflètent notre époque. Certains rendent hommage à nos peurs ancestrales, zombies, sorcières, esprits, loups-garous, et d'autres incarnent plutôt nos nouvelles mythologies, super-héros, personnages de séries, figures de la pop culture. Mais qu'ils soient faits main ou achetés en boutique, terrifiants ou drôles, ils perpétuent la même idée millénaire, celle de revêtir le visage d'un autre le temps d'une nuit, de jouer avec l'invisible et peut-être de rire de ce qui nous effraie, pour mieux le dompter. Aujourd'hui, quand on enfile un costume d'Halloween, on pense rarement à ses origines. On choisit un personnage, une créature ou une ambiance qui nous plaît. Mais sans s'en rendre compte, on perpétue un rite ancestral, vieux de plusieurs millénaires, celui de changer de peau. Car le costume, au-delà du déguisement, est un langage symbolique. Il permet d'exprimer ce que l'on tait, d'incarner ce que l'on refoule ou simplement de jouer avec ses propres ombres. Se déguiser, c'est défier la peur en la revêtant. C'est comme pour dire « je ne fuis pas ce qui m'effraie, je l'endosse, je le comprends, je le rends inoffensif ». C'est une transformation psychologique autant que visuelle. On devient le monstre, la sorcière, le vampire. Mais pour une fois, ce n'est plus une menace, c'est une expérience de puissance et de liberté. Dans le monde moderne, le costume offre une permission temporaire, celle de sortir de nos rôles sociaux, d'explorer d'autres facettes de soi et d'incarner une version symbolique ou fantasmée de notre propre identité. Sous le masque, on se libère des étiquettes du quotidien. On devient un autre, ou alors on se rapproche un petit peu plus de soi-même. Et c'est là toute la beauté du déguisement d'Halloween. Il garde sous une apparente légèreté une fonction profondément initiatique. Comme les anciens le faisaient pour tromper les esprits, nous faisons aujourd'hui la même chose à une autre échelle. Nous trompons nos peurs et nos proches, nos limites et nos masques habituels. Le costume devient un miroir inversé. Il nous permet alors de contempler nos ombres, de jouer avec elles, de les apprivoiser. Et le temps d'une soirée, il nous relie, consciemment ou non, à cette mémoire collective de l'humanité. Celle où, à la tombée de la nuit, on se costumait pour survivre, mais aussi pour célébrer la vie. Alors le 31, quand tu enfileras ton costume d'Halloween, souviens-toi que ce n'est pas juste un déguisement. C'est un héritage transmis de siècle en siècle.
Autrefois, on se cachait des esprits. Aujourd'hui, on se cache peut-être de soi-même. Mais dans les deux cas, le masque joue le même rôle. Il nous protège, nous transforme et nous révèle. Se costumer, c'est jouer avec l'invisible. C'est oser devenir l'autre, le monstrueux, le mystique, le merveilleux, le séducteur. Et dans ce jeu d'ombre et de lumière, on découvre parfois un visage plus vrai que celui que l'on porte tous les jours. Alors cette année, quand tu choisiras ton costume, demande-toi, que suis-je en train d'invoquer? Une peur, un pouvoir ou une part oubliée de moi-même? Et peut-être qu'en relevant le masque au petit matin, tu comprendras que derrière l'amusement se cache encore un écho ancien, celui d'une humanité qui, depuis toujours, a appris à rire avec ses peurs pour mieux les apprivoiser. Alors dis-moi en commentaire en quoi tu te déguises cette année et je te ferai une analyse personnalisée de ce que ça peut vouloir dire. Tu peux aussi me dire ce entre quoi tu hésites, démon ou sorcière. Et tu pourras alors choisir en connaissance de cause. Je vous attends dans les commentaires, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et n'oublie pas le like. Obligé de quémander ici. Quémander, je fais la manche au moins tous les jours. Allez, c'est parti, en commentaire et un petit like au passage. Mais as-tu déjà pris le temps de te donner? Pas très drôle, hein? Et quelque part, c'est là qu'on trouve l'ancêtre dit de se permettre ce qu'on n'osait pas d'ordinaire. Qui suis-je en train? Que ou de ce que ça veut signifier? Et je te ferai une... Non.